Il existe une règle fondamentale dans le commerce international. On ne prend jamais un marché en otage sans contrôler au préalable la totalité de son approvisionnement. Donald Trump vient de l'ignorer délibérément. Et Mark Carney lui présente la facture, dans un domaine que personne n'aurait pu anticiper. Imaginez un mardi comme les autres, après une journée épuisante. Vous vous arrêtez au drive du coin. Vous passez votre commande habituelle. Et la voix dans le haut-parleur vous annonce calmement « Nous n'avons plus de frites disponibles ». On croirait à une erreur isolée. Ce n'en est pas une. Donald Trump a voulu placer le Canada dans une position impossible. Son objectif était d'exercer un contrôle total sur la chaîne alimentaire nord-américaine. Il a posé ses conditions sur les exportations agricoles canadiennes en brandissant la menace de tarifs douaniers massifs en cas de refus. Il était convaincu de rejouer une négociation immobilière des années 1980. Mark Carney n'a montré aucun signe de pression. Plutôt que de s'engager dans une bataille médiatique, le Premier ministre canadien a réalisé un mouvement sobre, calculé, aux conséquences économiques redoutables. Aujourd'hui, les répercussions se diffusent à travers les États-Unis comme une onde de choc souterraine et silencieuse. Dans les minutes qui suivent, je vais vous expliquer précisément ce qui s'est passé, qui a perdu pied en premier, et pourquoi cet affrontement autour d'un légume est en train d'affecter directement votre pouvoir d'achat, vos placements financiers et votre vie quotidienne. Accrochez-vous, les détails changent tout. Voici les faits tels qu'ils se sont déroulés. Il y a moins de 48 heures, Donald Trump s'est exprimé depuis Washington et a signé un décret présidentiel d'une portée considérable. Il a affirmé que le Canada pratiquait des tarifs abusifs sur ses exportations agricoles à destination des acheteurs américains. Il a présenté son allié le plus proche comme un adversaire commercial déloyal. Sa cible principale, les pommes de terre. Au premier regard, cela peut sembler anecdotique, mais la restauration rapide américaine repose sur un circuit d'approvisionnement invisible, parfaitement huilé, qui fait transiter chaque jour des millions de tonnes de frites congelées, de galettes et de pommes de terre brutes depuis les provinces canadiennes vers les États-Unis. Les régions concernées sont l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et l'Alberta. Trump a réclamé un plafonnement immédiat des prix d'exportation, accompagné d'une menace de tarifs à 100% si Ottawa ne s'exécutait pas sans délai. Il voulait une victoire rapide. Il voulait incarner le dirigeant qui force son voisin à plier pour protéger les intérêts des grandes enseignes américaines. Il attendait une réaction affolée d'Ottawa. Il anticipait un appel urgent depuis le bureau du Premier ministre, chargé de concessions. Cet appel n'est jamais arrivé. À la place, Mark Carney a choisi une voie radicalement différente. Aucune déclaration agressive, aucune procédure internationale annoncée en fanfare. Carney a simplement instruit l'Agence canadienne d'inspection des aliments d'engager immédiatement un audit exhaustif de l'ensemble des expéditions agricoles à destination des États-Unis. L'objectif officiel ? Garantir une conformité totale avec les normes phytosanitaires canadiennes en vigueur. Chaque camion, chaque wagon, chaque conteneur a été soumis à ce processus. La frontière n'a pas été fermée officiellement. Elle a simplement été ralentie à un niveau critique. En quelques heures seulement, la chaîne logistique américaine, aussi précise qu'un mécanisme d'horlogerie suisse, a montré ses premières fissures. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut d'abord saisir à quel point le système alimentaire américain fonctionne en flux tendu. Les enseignes de restauration rapide ne stockent pas des semaines de marchandises dans leurs réserves. Leur modèle repose entièrement sur des livraisons en temps réel. Les frites servies un vendredi ont traversé la frontière le mardi de la même semaine. Dès l'instant où ces convois frigorifiques ont cessé d'entrer dans le Maine, le Michigan et le Dakota du Nord, le compte à rebours a démarré. Aujourd'hui, les grandes chaînes américaines sont en mode gestion de crise. Les distributeurs envoient des alertes d'urgence sur des pénuries imminentes à l'échelle nationale. Les franchisés regardent leurs congélateurs approcher du vide. Trump pensait mettre la pression sur le Canada. Il a en réalité paralysé une partie entière de l'économie de consommation américaine en l'espace d'une seule nuit. Vous pensez peut-être que la situation est exagérée, que l'Amérique produit largement de quoi subvenir à ses propres besoins alimentaires, que quelques camions bloqués ne peuvent pas provoquer une crise sérieuse. Laissez les chiffres parler d'eux-mêmes, car ils racontent une toute autre histoire.
Premier élément concret, le problème des volumes. La consommation américaine de frites est colossale, et une part considérable, structurellement irremplaçable à court terme, provient exclusivement du Canada. Les données commerciales récentes sont sans ambiguïté. Le Canada exporte chaque année environ 2,7 milliards de dollars de frites congelées à l'international, et la grande majorité de ce volume est absorbée directement par le marché américain. À cela s'ajoute près d'un demi-milliard de dollars de pommes de terre fraîches. Des entreprises comme McCain Foods et Cavendish Farms, dont les infrastructures sont massivement implantées au Canada, dominent le marché mondial de la frite industrielle. Plus de 68% de la production canadienne totale de pommes de terre est orientée vers la transformation. Ce secteur n'est pas marginal. C'est une industrie de précision, construite pour répondre à la demande des drives américains. En formulant sa menace, Trump a supposé que les agriculteurs de l'Idaho ou de l'État de Washington pourraient être compensés sans difficulté. Il a supposé que l'offre pouvait s'ajuster instantanément. Mais l'agriculture ne répond pas à une commande passée en urgence. Reconstituer des millions de tonnes de pommes de terre de transformation spécifique prend des mois, parfois des années. Deuxième élément concret, la paralysie aux postes frontières. Les images captées aujourd'hui à Woodstock, au Nouveau-Brunswick et au passage de Pembina dans le Dakota du Nord sont éloquentes. Des colonnes entières de semi-remorques frigorifiques stationnent sur plusieurs kilomètres. Les moteurs tournent, les gaz de combustion s'accumulent dans l'air froid, et ces véhicules ne sont pas immobilisés parce que le Canada leur a interdit de partir. Ils sont bloqués parce que chaque chargement fait désormais l'objet d'un contrôle intégral, conforme à la réglementation en vigueur. Détection de nématodes microscopiques, analyse de terre, vérification méticuleuse de chaque document administratif. Juridiquement, au regard des règles de l'Organisation mondiale du commerce et de l'accord commercial nord-américain, le Canada agit dans le strict respect de ses obligations souveraines. En pratique, c'est un blocus que les États-Unis ne peuvent pas contester sans se retourner contre leurs propres engagements internationaux. Ce que vous observez, c'est une démonstration parfaite de la puissance des leviers administratifs dans un conflit commercial moderne. Troisième élément concret, les marchés financiers ont réagi immédiatement et sans ambiguïté. Les cours boursiers des grands groupes de restauration rapide américains ont commencé à reculer dans les 24 heures suivant la décision de Carney. Les investisseurs ont pris leur distance. La raison est simple et connue de tous les analystes sérieux. La restauration rapide est une industrie dont les marges bénéficiaires sont extrêmement étroites et toute perturbation de la chaîne d'approvisionnement se ressent immédiatement sur les résultats. La frite est l'article le plus rentable du menu. Son coût de production est minimal, son prix de vente est multiple. C'est elle qui assure la viabilité financière d'un menu combiné. Sans cet élément, le modèle économique de la restauration rapide devient difficilement soutenable. On ne maintient pas la rentabilité d'un établissement uniquement avec de la viande et du pain. Quatrième élément concret. Les dirigeants des grandes entreprises américaines ont commencé à réagir. Et leurs appels ne sont pas dirigés vers Ottawa. Ils sont dirigés vers Washington. Les PDG des principaux groupes de restauration font savoir clairement qu'en l'absence de rétablissement rapide de la chaîne d'approvisionnement, des articles seront retirés des menus dans les prochains jours. Des affichettes apparaîtront dans les fenêtres des drives pour expliquer à des millions d'Américains fatigués pourquoi leur repas le plus accessible a disparu. Trump a utilisé le tarif douanier comme instrument de pression. Il imaginait tenir une arme capable de faire céder Ottawa. Mais Carney a compris que dans une économie mondialisée, ce sont les chaînes logistiques qui constituent le véritable rapport de force, et le Canada vient d'en faire la démonstration. C'est précisément pour cette raison que l'administration américaine est en difficulté sur le plan narratif. La méthode de Trump repose sur l'impulsion et l'intimidation. Un problème surgit, la réponse est une menace, l'objectif est la soumission immédiate. Ce schéma pouvait fonctionner dans certains contextes de négociations privées. Il se heurte à une toute autre réalité dans le commerce international contemporain. Trump est aujourd'hui prisonnier de sa propre escalade. Il a posé des ultimatums. Mais un ultimatum ne fonctionne que si l'autre partie n'a aucune alternative crédible. Or, le Canada en dispose de plusieurs. Et les entreprises américaines, elles, n'attendent pas.
Elles calculent leurs pertes et font remonter leur mécontentement directement à la source du problème. La séquence causale est d'une clarté absolue. La menace tarifaire a gelé les commandes d'approvisionnement. La nervosité logistique a poussé les transporteurs à revoir leurs tarifs à la hausse. Les prix de gros ont augmenté immédiatement. Les franchisés ont répercuté ces coûts sur les consommateurs. Et ce sont les citoyens américains ordinaires qui absorbent en dernier ressort le coût d'une décision politique précipitée. À la Maison-Blanche, il n'existait aucun plan de contingence pour ce scénario. Les agriculteurs américains ne peuvent pas compenser en quelques semaines un manque à gagner de plusieurs milliards de dollars. La culture de la pomme de terre de transformation exige des conditions pédologiques précises, des cycles saisonniers respectés et des infrastructures de traitement industriel dont la construction nécessite des années d'investissement. Trump a ouvert un front qu'il ne peut pas refermer rapidement. Et chaque jour supplémentaire de tension aggrave sa position politique intérieure. Il croyait utiliser le marché américain comme levier contre le Canada. C'est le Canada qui tient désormais les commandes de la situation. Et ses propres soutiens dans les États agricoles du Midwest observent ce retournement avec une inquiétude croissante. Si Ottawa est prêt à tenir ferme sur les pommes de terre, que se passera-t-il lorsqu'il tournera son attention vers d'autres flux commerciaux? Le maïs américain, le soja, les produits laitiers transitent tous vers le nord en quantités importantes. Une guerre commerciale avec le voisin le plus intégré économiquement au monde ne produit pas de vainqueur désigné. Elle produit deux économies fragilisées et une responsabilité politique qui incombe à celui qui a tiré le premier. La différence de posture entre les deux dirigeants est saisissante. Mark Carney ne répond pas aux provocations sur le registre émotionnel. Il ne publie pas de mises en cause impulsives. Il ne cherche pas à dominer le débat médiatique à court terme. Il s'appuie sur les institutions, les alliances établies et la logique froide des équilibres économiques mondiaux. C'est une approche radicalement différente et visiblement plus efficace dans ce contexte. Le parcours professionnel de Carney explique en grande partie cette méthode. Gouverneur de la Banque du Canada, puis de la Banque d'Angleterre, il a également exercé au plus haut niveau dans la finance internationale. Il maîtrise les mécanismes de transmission entre décisions politiques et réalités économiques, mieux que la plupart des dirigeants en exercice. Pendant que Trump communiquait sur les tarifs, Carney travaillait discrètement à ouvrir de nouveaux couloirs commerciaux. Des sources proches du dossier indiquent que le gouvernement canadien a engagé des démarches pour réorienter une partie de ses flux agricoles vers l'Asie et l'Europe. Le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne sont des marchés demandeurs, et le Canada y est déjà bien implanté. Cette diversification n'est pas seulement une réponse conjoncturelle, c'est un repositionnement structurel qui réduit durablement la dépendance canadienne au marché américain. Le message envoyé à Washington est formulé sans agressivité, mais avec une précision absolue. Le Canada n'est pas un territoire subordonné. Il n'est pas un fournisseur captif. Il n'est pas une extension économique des États-Unis. Un partenariat durable repose sur le respect mutuel et des règles du jeu équitables. Si ces conditions ne sont pas réunies, d'autres partenaires sont disponibles. Carney n'a pas élevé la voix. Il a simplement rendu le coup de l'irrespect visible et mesurable. Il y a quelques années, lors d'une rencontre économique internationale, Carney a formulé une idée qui paraissait abstraite à l'époque et qui prend aujourd'hui tout son sens. La réalité finit toujours par surpasser la rhétorique. On ne nourrit pas une population avec des décrets. On ne stabilise pas une économie avec des intimidations. Trump a misé sur les mots. Carney a répondu avec des faits. Si cette analyse vous a apporté une perspective nouvelle, soutenez ce contenu en likant et en vous abonnant pour recevoir les prochaines analyses en avant-première.